Alors, lorsqu'on évoque les anciens en Mésopotamie, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler autrement le Conseil des anciens, c'est ce dont je vais parler précisément, il est difficile de ne pas commencer par évoquer le récit sumérien de Gilgamesh et Aga, qui est la plus saisissante illustration littéraire du rôle des anciens dans la cité mésopotamienne. Alors, l'événement raconté est légendaire. Le récit doit avoir été composé entre la fin du IIIe millénaire et le début du IIe millénaire. Les versions que nous connaissons sont toutes datées entre 1800 et 1700 avant notre ère. Mais Gilgamesh et Aga offrent une représentation très intéressante, pertinente, du rôle politique des anciens, mais c'est un texte littéraire, bien évidemment. Alors Gilgamesh, le seigneur d'Uruk, reçoit une ambassade du roi de Kish, nommée Aga. Cette ambassade le somme de se soumettre à la ville de Kish. Alors Gilgamesh convoque les anciens de sa ville, et ceux-ci se prononcent pour la soumission à Kish. En n'écoutant pas cet avis, Gilgamesh convoque une seconde assemblée, cette fois celle des hommes libres et actifs. Et avec enthousiasme, cette assemblée plébiscite la guerre et proclame Gilgamesh roi, c'est-à-dire leader de la guerre et roi de Sumer. Alors l'histoire suppose que le souverain d'Uruk, dont les intentions belliqueuses sont en fait évidentes dès le départ, a besoin d'obtenir le soutien de ses anciens pour faire la guerre. Mais ceux-ci refusent la guerre pour une raison qui n'est pas argumentée. Le héros surmonte facilement cet obstacle par la convocation donc d'une assemblée générale, ce qui probablement se rapporte à une coutume, mais dans le récit, on a le sentiment d'avoir affaire à une sorte de coup d'État qui sert à contrecarrer le veto des anciens. Alors, si le refus des anciens est sûrement perçu négativement par le poème, il nous apprend que son conseil représente un organe essentiel dans le gouvernement à côté du roi, en tout cas dans l'univers épique de Gilgamesh. Ce Conseil des anciens, cette assemblée des anciens, est caractérisé par son conservatisme, par sa peur de l'aventure et son caractère anti-héroïque. Une autre critique sous-jacente est que les anciens ont manqué de foi en Inanna, la déesse d'Uruk, qui, elle, soutient Gilgamesh, ce dont l'auditeur, le lecteur pour nous, est subtilement averti. Il y a donc une critique des anciens de la part d'un récit qui exprime peut-être l'opinion d'un milieu plutôt proche du roi. Alors la documentation de la pratique de l'époque paléo-babylonienne confirme amplement l'importance du rôle des anciens. Mais cela ne signifie pas que Gilgamesh et Aga soient un strict reflet de la réalité. La supposée pusillanimité des anciens relèverait plutôt du préjugé. Ce serait le revers d'une sagesse attribut des anciens. Toutefois, le récit saisit très bien la tension qui pouvait exister, qui pouvait y avoir entre des institutions complémentaires et aussi potentiellement concurrentes. Le pouvoir royal d'un côté et les anciens de l'autre. Alors, mon propos sera ici double. D'une part, je voudrais brosser à grands traits ce que nous savons de ces anciens pour l'époque paléo-babylonienne, c'est-à-dire le début du deuxième millénaire, en m'intéressant tout particulièrement à leur rôle politique. Et d'autre part, en fonction du temps que j'aurai, je voudrais brièvement présenter une lettre inédite sur les anciens et qui illustre leur rapport au roi, à la politique et à la guerre. La documentation mésopotamienne, lettre ou document administratif ou juridique, envisagée ici de manière globale, est abondante, mais inégale à plus d'un titre. Tandis que les textes de la haute Mésopotamie, j'englobe Mari ou la Haute Jésirée avec Tel Eilan, documentent surtout les anciens dans leur rôle politique, ceux de la Babylonie centrale et méridionale
ou encore les textes laissés par les marchands assyriens depuis l'Anatolie en évoquent surtout les activités légales, ce qui peut donner l'illusion de l'existence de zones culturelles très différentes. En fait, si un contraste existe, c'est qu'il est avant tout lié à l'histoire de l'évolution de la puissance des pouvoirs royaux. La Mésopotamie a en effet connu des phases de très grande division politique qui donna des rois faibles et des institutions locales, municipales plus fortes. Alors, ce que nous savons sur les anciens. D'abord, qu'est-ce qu'un ancien? Alors, je ne vais pas revenir sur des considérations qui ont eu lieu déjà et qui ont déjà un peu même déblayé le terrain. Pour désigner donc les anciens, on utilise en acadien des termes qui sont ici présentés. Le plus important est celui de Shibou ou Shibutu. Alors on parle des Shibutalim, les anciens de la ville, des anciens du pays, les anciens du district, puis d'autres qualifications du même genre. Dans le texte sumérien de Gilgamesh et Akka, on parle de Abairi, qu'on pourrait traduire par père de la ville, mais cette expression, en fait, est l'équivalent de ancien de la ville. Alors, Amari, dans les textes de Mari, dont je vais parler quand même amplement, l'idéogramme, dans les textes, on utilise un idéogramme pour rendre ce mot, et on utilise, comme on l'a déjà vu dans d'autres présentations avant moi, le terme Shugikatra avec différentes variantes. Alors l'emploi de cet idéogramme, qui d'ailleurs est un changement par rapport à celui de Abairi que j'ai évoqué, montre qu'on insiste sur l'âge, puisque ce mot signifie, enfin, est appliqué à des objets ou à des personnes ou à des animaux dans les textes de la fin du IIIe millénaire pour désigner qu'ils ont un certain âge. Et on peut même constater, en regardant ces documents administratifs de la fin du IIIe millénaire, que Shugikatra est opposé au qualificatif Sumun à propos des objets. En gros, Shugikatra pourrait signifier objet déjà un peu ancien, qui a déjà servi, mais qui est tout à fait en usage, dont on peut servir, tandis que Sumun pourrait indiquer usé, abîmé. Bien. De même, quand on regarde les textes, revient sur les textes paléo-babyloniens, ce qu'a d'ailleurs déjà évoqué Jean-Marie Durand précédemment, on voit effectivement qu'il y a une distinction qui est faite entre les Shibou et les Awilu Labirutum, qui sont donc les personnes âgées. Par conséquent, ceci renvoie aussi à une idée qui a été évoquée tout à l'heure, les anciens, l'institution, en dépit de cette distinction, ils sont anciens, ils sont vieux, eh bien, ne sont pas forcément vieux en tant que tels. En tout cas, ils sont moins vieux que les vieux, si je puis dire. Ce qui apparaît dans la documentation, et que nous avons déjà aussi vu, c'est les deux aspects, les deux versants de l'âge, du grand âge, le versant de la faiblesse, et puis celui, disons, le bon versant, la sagesse. Alors je voudrais en fait illustrer cela par un document très particulier trouvé dans les archives de Mari. Il s'agit d'un compte-rendu de rêve qui justement a l'intérêt de mettre en scène un vieux ou un ancien, car il est difficile de distinguer dans les textes, malgré l'emploi du mot labirum, de distinguer le sens si on parle de l'institution, de quelqu'un qui vient du conseil, ou bien si on parle à proprement parler d'un ancien. Dans ce texte, un ancien qui accomplit un rituel, alors probablement dans la basse ville ou dans la campagne, se plaint auprès des dieux d'une manière un peu mystérieuse. Le texte est un peu énigmatique. En qui placez-vous votre confiance est une question qu'il pose aux dieux. Alors, et il dit quelqu'un, il est mort. Il semble référer à quelqu'un qui est mort. La clé de ce rêve, de cette vision, elle vient de la réponse que fait un dieu qui participe à cette réunion
et qui est Tourmer. Et j'ai souligné ici la phrase clé: aujourd'hui, un vieillard vaudra certainement 2 jeunes hommes. Alors donc le problème, probablement mon interprétation de ce songe, dont on ne sait pas à quel moment du règne à quel moment il a été transcrit, à quel moment il a eu lieu, on a probablement affaire à une transition entre un règne et un autre. Je suppose ici qu'il s'agit du règne de Yasmaradou dont il est question. On sait que ce roi a fini tragiquement, et le vieillard se plaint auprès des dieux que ce roi n'écoutait pas le conseil des anciens, et donc il est mort. Et le dieu Itourmer lui fait la promesse: maintenant c'est bon, on va passer dans une autre ère, désormais un vieillard vaudra 2 jeunes hommes, c'est-à-dire on va écouter, le nouveau roi va écouter les anciens. Et par ailleurs, Itourmer lui indique de monter dans la ville haute, dans le temple du dieu principal, qui probablement va émettre un oracle indiquant quel sera ce nouveau roi. Alors, la morale de ce rêve semble être que les jeunes, probablement les jeunes rois n'écoutent pas les anciens, et de ce fait, ils s'égarent dans des actions perdues d'avance. Donc la morale, finalement, est ici le contraire, on arrive à la morale contraire de Gilgamesh et Akka, qui, au contraire, considèrent que l'action doit primer sur la sagesse des anciens. La composition du Conseil des anciens est une question qui est très débattue. Malheureusement, aucun traité nous est parvenu, et donc on ne peut en avoir une idée qu'à partir d'informations très, très, très diverses. On ignore d'abord quel est le nombre des anciens, combien sont-ils. Les textes parlent de 5, 10 ou 30, mais ce ne sont pas des informations très parfaites, puisqu'ils ne parlent en général que de délégations d'anciens, donc on n'a pas l'idée de leur nombre exact. Et puis, les documents ne nous apportent pas non plus d'informations sur l'âge moyen, disons, de ces anciens. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ces anciens font des missions. D'abord, ils se déplacent beaucoup, parfois à longue distance. Par ailleurs, ils exercent des fonctions. Certains de leurs membres occupent des fonctions administratives très haut placées, militaires ou politiques. D'autre part, l'origine sociale de ce milieu est aussi finalement difficile à cerner, même si l'opinion commune est que ces anciens appartiennent à l'élite. C'est cette opinion, par exemple, qui a été exprimée pour les anciens d'Achour. Selon un spécialiste des textes assyriens, les anciens de l'assemblée d'Achour seraient constitués des principaux membres des familles marchandes, le commerce étant l'activité principale de cette ville d'Achour sur le Tigre. Alors, en fait, dans les textes de Marie, l'élite sociale est désignée par le terme de kakadatum, à savoir les têtes, et ce terme est parfois mis en équation ou en rapport avec les anciens, mais ne semble pas exactement dire la même chose. Alors, soit il est probable que les kakadum désignent un ensemble plus large que les anciens en tant que tels. Les activités de ce groupe. Alors, je distingue 2 choses. D'abord, les activités à l'intérieur de leur ville ou de leur communauté. Leur ville, c'est quand il s'agit des anciens de la ville, ou leur communauté ou leur pays, quand on parle des anciens des pays ou des tribus. D'abord, il faut noter qu'ils ont la capacité de se réunir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider par eux-mêmes de se réunir, mais très souvent, dans la documentation, on indique que c'est un supérieur qui les a réunis, un gouverneur, ou évidemment, dans d'autres cas, le roi lui-même. Les anciens gèrent ou sont responsables des biens communautaires et parfois s'ingèrent dans les affaires de certains particuliers qui dépendent de leur juridiction. Ils peuvent s'impliquer dans tous les domaines de leur territoire quand des problèmes surgissent, questions d'irrigation, de rendement de terroir,
distribution et assignation des lopins de terre, etc. Ils sont responsables et organisent localement les recensements lors de la mobilisation des hommes pour la guerre. Alors cette mobilisation est en général décidée par l'autorité royale, par le relais des gouverneurs, mais dans certaines situations où les cités sont quasiment indépendantes, on peut penser que ce sont les anciens eux-mêmes qui peuvent décider de lever des troupes militaires dans leur cité. Ils ont l'obligation de préparer des provisions pour les expéditions militaires royales. Ils assistent aux contrats, aux litiges, dont les contrats évidemment dans leur juridiction, ils assistent aux contrats, aux litiges et aux procès de leur territoire, au minimum en tant que témoins. C'est là une des fonctions très importantes des anciens, en tant qu'arbitre ou au mieux en tant que juge. Et ils sont compétents notamment dans les affaires de vol. Ils peuvent aussi participer en partie à des affaires de meurtre. Ils ont enfin le rôle de gardien des bonnes mœurs. Les dieux pouvaient s'adresser à eux directement par l'intermédiaire des prophètes. On voit ainsi que les anciens sont, dans une certaine affaire, sont interpellés par un prophète et ils sont tenus responsables du vol de biens sacrés. Alors ils accomplissent aussi des rituels, notamment on a un cas où les anciens se rendent dans un temple et font des bénédictions pour le roi. De manière plus générale, ils servent de relais entre l'autorité royale, ou les gouverneurs, et la population, comme notamment le souligne un célèbre texte, une célèbre lettre de Samsu-Iluna annonçant son accession et un édit de Misharu. Alors à l'extérieur de la cité, les anciens représentent, du point de vue de l'extérieur, leur cité, quand ils sont les anciens d'une ville. Et lorsqu'une ville n'a pas de roi ou d'autorité supérieure, eh bien, c'est eux qui, vis-à-vis des visiteurs, représentent la cité. Alors, que ces visites, d'ailleurs, soient amicales ou hostiles, donc il y a un certain nombre d'histoires qui montrent ces anciens en scène. Ils peuvent être désagréables ou tout à fait, au contraire, agréables. Donc, une des affaires les plus intéressantes, c'est une délégation d'anciens qui est envoyée au-devant des assiégeants de leur cité et qui essaye de négocier la paix en offrant de l'argent aux assiégeants. Alors, les anciens pouvaient écrire ou envoyer des ambassades. Donc, on a des lettres d'anciens où on écrivait des lettres aux anciens. Donc, des exemples sont connus à Marie ou en Babylonie. Je vais juste mentionner à la fin un exemple remarquable. Alors, les anciens défendaient auprès des autorités extérieures les intérêts de leurs administrés le cas d'une lettre d'ancien trouvée à Marie, qui est écrite au roi de Marie pour qu'il fasse une démarche pour délivrer une pauvre femme fiancée à un habitant d'Orchis qui a été raptée. Les anciens défendent de manière générale les intérêts de leur ville. Dans un cas, on discute avec un roi du montant du tribut qu'ils doivent payer. Dans les archives de Marie, et dans une moindre mesure à Tel Eilan, on voit les anciens jouer un rôle majeur dans les conclusions d'alliances. Notamment, ils sont envoyés systématiquement en délégation quand il s'agit de négocier des accords de paix. Donc leur participation est très importante. On les voit aussi participer directement aux cérémonies d'alliance. Ils participent aux rituels et ils prêtent serment. Donc à travers eux, c'est leur communauté qui se lie à ces serments. Alors le rôle concernant l'investiture d'un roi est aussi important à mentionner, puisque, effectivement, au moins il est symbolique, les anciens viennent rendre hommage au nouveau roi,
et ce ralliement est sûrement très, très utile pour assurer la légitimité royale. Mais il y a des cas où l'implication des anciens est beaucoup plus importante, car c'est eux qui choisissent directement, ou en tout cas donnent leur avis sur l'élection d'un roi. Donc il y a quelques cas extrêmes où on voit des anciens choisir directement leur roi. Donc ici quelques exemples pour illustrer donc, le exemple 7b, que les anciens me remettent sur le trône de mon père. Alors, pour toutes ces raisons, le Conseil des Anciens pouvait diriger ou influencer directement la politique extérieure de la cité, avec ou sans roi. Et comme dit précédemment, le roi local devait se concerter avec ses anciens avant de prendre une initiative. Dans d'autres cas, donc, on est à des cas où les anciens poussent à la révolte. On est donc dans une situation tout à fait différente de celle qui est décrite dans Gilgamesh et Aga. Voilà pour les quelques généralités. Et je voudrais apporter un peu de concret à cette contribution pour évoquer une lettre sur laquelle je travaille depuis quelques années, qui est une lettre écrite, enfin trouvée à Mari, et écrite par un roi, un vassal du roi de Mari, et cette lettre est adressée aux anciens d'un pays, le pays d'Ida-Maratz. Alors cette lettre, malheureusement, est très fragmentaire. Je l'ai reconstituée à partir de 3 fragments, mais il me manque encore des fragments. Mais elle était très longue puisqu'elle se composait de 90 lignes, ce qui en fait est une taille relativement exceptionnelle, ce qui en fait la plus longue lettre connue, disons, dans cette correspondance entre les anciens et l'extérieur. Alors, cette lettre a été écrite par Kabia, qui est le roi d'une ville, une petite cité du Rabour, du Rabour, qui est donc qui se trouve dans le triangle du Haut-Rabour. Alors, je précise que dans l'état actuel du texte, il y a beaucoup de passages qui sont abîmés, qui sont difficiles, mais donc on peut restituer, avec un certain bon degré de confidence, dit aux anciens du pays d'Ida-Maratz, ainsi parle Kabia. Donc cette lettre a déjà un grand intérêt, car c'est la première lettre qui s'adresse à des anciens qui ne sont pas des anciens d'une cité, mais là il s'agit des anciens d'un pays. Alors les anciens du pays d'Ida-Maratz sont très bien attestés par les textes de Mari, et qui montrent qu'ils se réunissaient régulièrement pour discuter de différents sujets, alors des affaires militaires, des affaires de politique intérieure et d'autres questions qui ne sont pas évoquées par les agents de Mari parce que ça ne les intéressait probablement pas. À la fin de ce message, Kabia finit par dire « Faites-moi apporter une réponse à ma tablette ». Et donc cela prouve qu'il écrit une lettre aux anciens, mais il attend également une réponse. Alors cette lettre ne devrait pas nous être parvenue, elle a probablement été interceptée, et on comprend très bien quand on lit le contenu, car c'est une invitation à la révolte contre Zimrilim. Kabia a été un vassal pendant de nombreuses années de Zimrilim, mais au début de sa vassalité, il y a eu un flottement, et il est devenu un des opposants les plus farouches à Zimrilim. Et son opposition radicale apparaît dans cette longue lettre où il déverse en quelque sorte toute sa mauvaise humeur, mais à la fois contre le suzerain de la région, mais ce qui est plus intéressant, contre les anciens. Et c'est là l'intérêt, c'est qu'on a vu que jusqu'à présent, les anciens étaient respectés. Cette lettre est là pour, au contraire, les secouer et leur dire « vous êtes sur la mauvaise voie, vous gérez mal les affaires ». Alors, la lettre peut comprendre 3 parties. Je ne sais plus combien de temps il reste, un petit peu de temps. Je fais juste un résumé rapide. Cette lettre comprend 3 parties. La première est une introduction historique. Kabia retrace toute l'histoire de la région depuis les rois anciens pour dire, eh bien, voilà tous les malheurs que ça nous a apporté de nous soumettre à un grand roi. Donc, il parle du prédécesseur de Zimrilim, Yardunlim, et puis d'un roi dont Nélé Ziegler
à parler Samsiadou et que Kabila n'aime pas beaucoup, comme ça ressort de sa lettre. La deuxième partie, qui nous intéresse plus, est une exhortation des anciens à se réveiller, à devenir clairvoyants. En effet, lorsqu'il arrive à la question de l'actualité, c'est-à-dire la conquête du triangle du Rabour par le roi et la soumission des autorités locales à Zimri-Lim, il en arrive donc quasiment à l'époque où il écrit, et il leur dit ceci: vous méconnaissez vos intérêts et vous êtes devenus des esclaves de Zimri-Lim. Zimri-Lim désire agir en tout point comme Samsiadou, donc il va encore convoiter votre pays. Mais vous ne faites pas attention aux avertissements. Il y a d'autres passages où il revient sur cette idée, vous méconnaissez vos intérêts. Il utilise le verbe rasassou, qui sert aussi à faire le mot racis, qui signifie le sage, et donc il est évident qu'il utilise ce verbe à dessein pour toucher la fibre des anciens. Donc il utilise l'histoire, la mémoire, pour faire se réveiller les consciences des anciens, car il sait que sur ce terrain, évidemment, il va avoir une écoute, puisque les anciens, comme on l'a vu, sont les gardiens de la mémoire. Lui-même est certainement assez ancien. Et par ailleurs, il les accuse de ne pas être sages, de ne pas savoir gérer leurs affaires, les affaires du pays. Il utilise un mot très fort, qui est celui de l'iloutou, qui signifie, d'après les dictionnaires, folie ou bêtise. J'ai traduit par inconscience pour nuancer le terme. Ce terme est appliqué à la fois aux rois du passé, mais il est appliqué aussi aux anciens qui ne savent pas tenir compte des leçons du passé. Donc ce document présente quelques rapports avec Gilgamesh et Aka. D'abord, c'est une lettre... Ça met en scène deux rois, Gilgamesh, le roi d'Uruk, et Kabila, le roi de Karat. Et puis ces deux personnages sont en porte-à-faux avec les anciens. Alors, Gilgamesh est avec les anciens d'Uruk, et puis Kabila, il est en porte-à-faux avec les autorités de l'Ida Maratz. Et il est question de guerre, car Gilgamesh veut la révolte, et c'est exactement ce que veut Kabila. Il veut qu'on se révolte contre quelqu'un qui a asservi l'Ida Maratz. Alors il propose une autre solution, mais c'est un autre sujet. Ces deux textes, le récit de Gilgamesh et Aka et cette lettre, peuvent réconcilier en quelque sorte texte littéraire et texte de la pratique.